Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Bouzou, économiste, PDG d'Asterès, auteur de L'innovation sauvera le monde, philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère chez Plomb. Raquel Garrido, avocate, membre du mouvement France Insoumise, qui est le mouvement de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et également Pierre Briançon, journaliste et chef du bureau de Paris à Politico. Comment réinventer l'Europe après le Brexit? Une défense européenne pourrait-elle être un projet fédérateur? Mais alors avec quels moyens? Face aux affrontements entre partisans de l'austérité budgétaire et défenseurs de la relance, c'est difficile de s'y retrouver. Jean-Claude Juncker, en tout cas le président de la Commission, propose des projets concrets. Alors sont-ils réalisables? Quelques réactions et on en débat ensuite. Il ne s'agit pas de trouver une solution aux problèmes européens en un seul sommet. Nous sommes dans une situation critique. Soit c'est la dislocation, soit c'est la dilution, soit c'est au contraire la volonté commune de donner un projet à l'Europe. C'est ce que j'appelle la nouvelle impulsion. Nous devons assurer à nos citoyens, ici à Bratislava, mais aussi après ce sommet, que nous avons tiré les leçons du Brexit et que nous sommes en mesure de ramener la stabilité. Votre livre, l'innovation peut-elle sauver l'Europe? Pour reprendre le titre de votre livre. De toute façon, dans les zones développées, l'économie, elle repose forcément sur l'innovation. Et je crois en effet qu'il y a des projets européens d'innovation très concrets qui peuvent être mis en place et qui peuvent donner une perspective européenne. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret qui me fascine. C'est celui de l'exploration spatiale. Vous avez aujourd'hui une mutation technologique dans le domaine spatial qui est né aux États-Unis il y a quelques années. Tout le monde a entendu parler de SpaceX, Elon Musk, etc. Voilà. Non, mais ça a des conséquences très concrètes. Le coût des lancements spatiaux a beaucoup diminué. Vous avez beaucoup de projets d'exploration minière. Et l'Europe, l'Agence spatiale européenne, notamment Claudie Aigneret, donc, qui a été ministre en France, porte un projet européen qui me semble fascinant du point de vue, je dirais presque idéologique, mais aussi du point de vue économique, qui est celui de l'établissement d'une base lunaire sur la Lune. Vous savez que la Station spatiale internationale s'arrête en 2024. Il faut un nouveau projet. Voilà, ça c'est un projet concret, participation conjointe du secteur public et du secteur privé. À condition de tous se mettre autour de la table, participer au financement, non, mais ça c'est super. Mais non, mais là tout le monde va se mettre autour de la table parce que c'est un super projet. C'est un projet qui fait rêver. Mais oui, mais il faut trouver des projets comme ça. L'argent, il y en a plein de l'argent pour des projets comme ça. Si l'idée, c'est de se dire, il faut faire une relance keynésienne à l'échelle européenne, ça, on n'y arrivera pas. Ça pourrait être bien, je ne suis pas hostile, mais on n'y arrivera pas parce que là, il faudrait vraiment mutualiser tous nos budgets et je pense que c'est souhaitable à terme, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais en revanche, trouver quelques dizaines de milliards d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose à l'échelle de l'Europe, pour amorcer ce type de projet concret, je pense que c'est formidable. Le plan Juncker n'était pas idiot, mais il manquait. Alors là, il veut justement une enveloppe européenne qui serait portée à 630 milliards. C'est des bons montants. C'est des bons montants. À 6 ans. Le problème du plan Juncker, c'est que pour l'opinion publique européenne, il n'est pas identifiable. Les projets ne sont pas identifiables. C'est pour ça qu'il faut des projets bien identifiés. Je crois qu'il est très... Le plan Juncker qui avait suscité le scepticisme, si ce n'est la rigolade générale au début, parce que vous vous souvenez, c'était que 15 milliards d'argent public. Vous parlez d'un effet de levier. Et qui a eu lieu en l'espèce, parce que les moqueurs de l'époque rigolent un peu moins maintenant, au point que sous l'impulsion de Hollande et de Merkel, beaucoup moins de Juncker, qui n'est que le résultat des pressions qui s'exercent sur lui, ils ont décidé de doubler. Alors c'est un plan d'investissement public qui est peut-être pas visible au sens politique du terme, classique, au sens des opinions publiques. Non, mais les endroits où ça se passe, je peux vous dire que les gens s'en rendent compte. Et donc les effets, ça se concrétise. Oui, alors Bratislava, il ne faut pas se leurrer sur l'idée qu'on va répondre à Brexit, que l'Europe est au bord de l'abîme. La nature de l'Europe est d'être au bord de l'abîme depuis 70 ans et de vivre de manière constante de la solution qui est apportée à ces crises antérieures. Enfin, ça, je cite les bons auteurs là-dessus. Donc c'est ce qui va se passer ici. Encore une fois, il y aura beaucoup de postures. Il y a un petit problème de division entre l'Europe de l'Ouest et des pays qui évoluent pas du bon côté de la démocratie en Europe de l'Est, comme la Pologne, qui essaye de s'allier la République tchèque et la Slovaquie. Donc ça sent mauvais en Europe, le climat politique. Ça sent mauvais à cause des populismes qui montent. Ça sent mauvais à cause de la réaction à la crise des réfugiés, qui commence à être un vrai problème. Madame Merkel s'est opposée, par exemple, à ce que dans le communiqué final qui va surgir demain de Bratislava, dont on connaît évidemment le contenu, on parle du chaos
qu'a été la réponse de l'Europe aux réfugiés, puisque si quelqu'un a fait quelque chose, c'est bien l'Allemagne, ça on peut quand même lui reconnaître ça. Donc il y a encore des divisions fortes. Ils ont décidé de ne pas utiliser le Brexit pour faire encore un de ces nouveaux étages dans une superstructure que personne ne comprend bien, d'intégration, de plus de ce que vous dénonciez tout à l'heure, de réglementation et que d'autres vont appeler des diktats européens. La sagesse jusqu'à présent prévaut. La contrepartie, c'est que Bratislava va se terminer, on dira un sommet pour rien, il ne s'est rien passé, etc. Puisque le fond de la question de Brexit, ce n'est pas comment l'Europe va réagir, c'est quelle position ils vont adopter. C'est beaucoup plus concret vis-à-vis de la Grande-Bretagne dans les négociations qui vont durer 2 ans. Et pour l'instant, on tâtonne de ce côté-là. Alors, François Hollande plaide pour une Europe resserrée, un premier cercle de pays désireux d'aller plus vite. Raquel Garrido, vous seriez partisane, vous, d'une Europe à plusieurs vitesses ? Écoutez, je suis partisane en matière européenne d'une vérification du consentement des peuples à l'idée même de supranationalité, à l'idée de transfert de souveraineté. Vous voulez revenir sur ces transferts de souveraineté ? Je veux surtout vérifier le consentement. Je pense qu'il y a un problème démocratique. En fait, on l'a vu avec le Brexit, c'est ça. Ce que montre le Brexit, dans le fond, c'est qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui pour un gouvernement démocratique d'être élu sans promettre une intervention démocratique sur les questions européennes. C'est comme ça que Cameron a été élu, en promettant ce référendum. Alors, la différence entre la Grande-Bretagne et la France, c'est que là-bas, le pouvoir, le politique, n'est pas dans une impunité, vu qu'il doit répondre aux chambres. Mais il n'y a pas une forme de manipulation politique, tout de même non, au contraire. Là, il y a une lecture, en fait, des aspirations d'intervention citoyenne sur le terrain européen. Ce n'est pas au profit de l'Europe. Vous pensez qu'on devrait laisser la Hongrie... Je vous pose une question. Vous pensez qu'on devrait laisser la Hongrie faire un référendum rétablissement de la peine de mort, par exemple ? Vous voulez qu'on parle du référendum en général comme Non, outil je vous demande si vous référendum. pensez qu'on devrait laisser la Hongrie organiser un référendum. Mais de toute façon, et s'ils le font, vous préconisez quoi, des chars dans la Hongrie? Non, je dis tout ce qui empêche... C'est contraire aux règles européennes. Tout ce qui empêche la Hongrie de le faire, c'est précisément le respect des réglementations européennes, des traités européens. Un mot sur Bratislava, parce qu'il y a bien évidemment cette idée qui commence à monter, un sommet pour rien, etc. Moi, je voudrais dire que j'ai écouté le discours de François Hollande. Je l'ai trouvé, personne ne le dira, je l'ai trouvé tout à fait excellent. Europe resserrée, il faut... Oui, notamment sur la question de la défense. Il a dit quelque chose d'assez audacieux. En fait, son idée, c'est de dire il va y avoir des changements géopolitiques, enfin, peut-être des changements politiques aux États-Unis, donc des changements géopolitiques importants. Et c'est peut-être l'occasion aussi d'aller vers une Europe de la défense. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez, c'est que les pays d'Europe de l'Est, adhérents à l'Union européenne, suivent. Et donc, il y a derrière ça une... On va la faire, cette Europe de la défense. Eh ben, je pense qu'on en a oui, mais c'est l'Arlésienne, mais on n'en a jamais été. On n'en a jamais été aussi près. Et ce discours était, j'ai trouvé, extrêmement astucieux. C'est pas Brexit qui force la défense européenne, c'est plutôt Trump, la perspective d'un retrait américain. Bien sûr. La perspective d'un retrait américain de l'Europe, c'est ça qui. C'est ce qu'il a dit, ou sous-entendu. Mais c'est une astuce. C'était déjà l'idée dans les années 50, d'ailleurs. Je rappelle que dans le traité de Lisbonne, il est écrit noir sur blanc que notre stratégie est calquée sur l'OTAN. Donc, à un moment donné, c'est ça le problème de François Hollande. Mais vous seriez favorable à une défense européenne comme justement moi, je suis favorable pour commencer d'une sortie de l'OTAN. Ah oui, c'est l'OTAN qui va sortir de chez nous. Mais une défense européenne, Raquel Garrido, vous êtes pour ou contre? Non, je pense que déjà, faut commencer. Vous êtes contre, oui, je pense qu'il faut commencer par s'assurer que la France ait les moyens d'une indépendance géopolitique réelle. Et dans le sens où on n'est pas aligné sur les États-Unis, on n'est pas dans une logique de fauteur de guerre. Là, j'ai encore entendu encore récemment des appels du pied pour que la Géorgie adhère à l'OTAN. Et je vous rappelle quand même que si, en vertu de l'article 5 du traité de l'OTAN, il y a un conflit entre la Russie et la Géorgie, nous sommes ipso facto entraînés en tant que membres de l'OTAN dans un conflit avec la Russie. Donc tout ça, c'est extrêmement belligène, extrêmement dangereux. Et les Français, pour l'instant, pas de défense européenne, pas de moyens à mettre en œuvre pour construire une défense européenne. Si, les moyens, il faudrait qu'on assure des moyens de militaires français. Alors, ça, ils sont en train de le faire. Ah non, puisque justement le fait de diviser le travail au sein des pays membres de l'OTAN conduit justement à des reculs du point de vue de l'investissement militaire français. Alors, Royaume-Uni, la place du Royaume-Uni en Europe. Alors évidemment, ça nous conduit
directement vers ces 2 réacteurs EPR de Hinkley Point, puisque c'est EDF, donc électricien français, qui a remporté l'appel d'offres. Londres a donné son feu vert. Alors, Pierre Briançon, moi j'ai d'abord une question, parce qu'elle est soulevée par The Times. Theresa May, la première ministre britannique, a-t-elle donné son feu vert sous contrainte pour ne pas s'aliéner les Français avant les négociations annoncées tendues sur le Brexit? C'est ce que sort le Times aujourd'hui. C'est vrai que la remise en cause d'un accord qui avait été signé par David Cameron aurait sans doute posé des petits problèmes politiques. Je ne pense pas que c'était son souci principal. Elle a gelé la question nucléaire à cause des Chinois, à cause d'un souci du nouveau rôle que les Chinois ont pris après qu'EDF, qui n'était pas capable de soutenir l'investissement par lui-même, ait appelé un partenaire chinois dans ce projet qu'ils avaient signé à l'origine. La question, c'est... quel est l'intérêt des Britanniques à utiliser justement L'intérêt des Britanniques, c'est d'une part la question des émissions et d'autre part la question de la stabilité à long terme de l'approvisionnement énergétique. C'est aussi de montrer... Non, mais d'avoir choisi les Français, quel est l'intérêt des Britanniques? Dès lors qu'on choisit une option nucléaire, il n'y a pas énormément d'industriels qui, dans le monde, peuvent jouer. Et EDF a une présence en Grande-Bretagne qui est ancienne et qui est bien antérieure à celle de... Donc ils font confiance au projet d'EDF. Donc ils ont fait confiance à ce projet. Il faut beaucoup d'estomac pour faire confiance à un projet qui a déjà échoué 2 fois, ou en tout cas qui cafouille. Qui a bien du mal. Dans les grandes lignes et à plusieurs... C'est un cafouillage à plusieurs milliards d'euros, à la fois en Finlande et à Flamanville. Et donc, mais dont le gouvernement français, qui poussait énormément à ce que ça, a fait une espèce de fer de lance. Ce qui devrait susciter le trouble quand même, c'est que les syndicats d'EDF, et là je pense que vous serez d'accord avec moi, qui d'habitude sont plutôt pour conquérir des marchés, là ils freinent des 4 fers. Freiné parce qu'ils sont plutôt sensibles à l'argument que ça met en danger la structure financière de l'entreprise. Alors moi je ne pense pas que EDF sera en danger. Le danger, de mon point de vue, c'est que EDF ne peut faire ça qu'avec un soutien très fort de l'État français, qui va accepter de se faire payer les dividendes en actions, enfin plein de montages financiers. Un groupe qui a tout de même 37 milliards de dettes, d'après ce que j'ai lu. Un groupe qui n'a pas été très bien géré ces dernières années. Fragile, et qui a perdu d'ailleurs son directeur financier, Thomas Pickmal, qui en fait a estimé lui que c'était très dangereux pour les finances d'EDF. À l'époque, tant que le financement n'était pas assuré. Mais encore une fois, je pense que l'État a pris des engagements soit publics, soit secrets vis-à-vis d'EDF Mais ça vous paraît soutenable, en tout cas, comme projet pour EDF? Non, c'est risqué, c'est extrêmement risqué. Mais l'alternative, du moins si on écoute les Macron et François Hollande, c'était que si EDF ne réussissait pas ce coup-ci, c'en était fini de sa réputation en tant que metteur en œuvre de... Raquel Garriot, vous répondez rapidement. Alors, premièrement, parlons de l'État actionnaire. Sur la réputation, je pense à l'inverse que ce sont les conditions de réalisation de cet accord qui mettent en cause la réputation de la société. Par exemple... Il fallait le faire ou pas, de votre point de vue? Non, c'est ça. Vous êtes moi, du côté des syndicats. Oui, absolument. Mais aussi du côté du directeur financier, Pickmal, qui effectivement a considéré qu'on ne pouvait pas mettre... Donc là, vous reconnaissez que l'État stratège n'est pas si bon. 10%, non seulement directeur financier, mais plusieurs membres du conseil d'administration. Je rappelle qu'il y a que Lévy a menacé, a annoncé une poursuite en justice du syndicat Sud Énergie dans l'entreprise parce que Sud a Jean-Bernard Lévy, le PDG, a dévoilé que des informations qui avaient été données au conseil d'administration en fait n'étaient pas conformes au niveau d'information qui aurait dû être donné par Monsieur Lévy à l'entreprise. Sacré pari pour EDF. Non, un petit mot. Mais oui, moi je trouve ça formidable. C'est une excellente nouvelle. Les Anglais, ils ont beaucoup réfléchi avant de faire ça. C'est de la très très haute, technologie. Vous restez très optimiste. Si dès qu'on a une bonne nouvelle, on commence à dire que c'est dramatique, ça va être compliqué. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24. Il y a un objectif. Billet retour, présenté par Mélissa Bell. Mai 1966. Avec la révolution culturelle, Mao déclare la guerre à toute idéologie bourgeoise. Autodafé, humiliation, massacre, les gardes rouges font régner la terreur au nom du maoïsme. Il faudra la mort de Mao pour mettre fin à cette décennie de fanatisme politique qui a fait des millions de victimes. Cette période sombre de l'histoire contemporaine chinoise est aujourd'hui encore passée sous silence. On préfère célébrer le grand timonier comme un héros que de parler des crimes commis en son nom. France 24 revient sur cette plaie restée ouverte depuis 40 ans. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.